Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire de l'Institut François Bocquet. Je suis ravie de faire cette deuxième saison avec vous sur un format un peu différent puisqu'on tente le LinkedIn Live. Donc, on vous remercie par avance pour votre indulgence sur les petits couacs qui pourraient y avoir. Nous allons parler aujourd'hui des personnalités difficiles et toxiques et comment agir ou réagir dans ces situations face à ces profils. Pour en parler, nous accueillons Jean-Paul Bocquet, expert en psychologie du travail. Bonjour Séverine, bonjour à tous. Bonjour Jean-Paul, merci de participer à ce webinaire et de nous faire part de tes connaissances et de ta longue expérience sur le sujet, puisque c'est un sujet qui te passionne depuis très Tout à longtemps. fait, oui. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est une personne difficile, une personnalité difficile? Très bien. Donc, pour comprendre le concept de personnalité, ce que je propose, c'est de découper une slide qui va apparaître sur l'écran, qui donc représente un arbre, qui va représenter pour nous donc l'architecture de la personnalité dans son ensemble. Donc, des racines qui correspondent au fondement à la base de la personnalité. Donc, un élément qui ne change pas, il faut faire avec, en gros. Donc, même si ça peut paraître un peu choquant, effectivement, de considérer que cette partie est fixe. Donc, évidemment, l'ensemble de la personnalité évolue. Par contre, cette partie, voilà, on considère qu'on est sur une base. Juste au-dessus des racines, donc on a un tronc qui va correspondre à un acquis, un peu comme une valise 8 ans qu'on transporte tous les jours, dans lequel on va mettre des influences. Alors, quel type d'influence on va retrouver? 3 types d'influences. Premier type d'influence, l'éducation qu'une personne a pu recevoir, une éducation qui va se matérialiser par des valeurs, le respect, le travail, la famille, etc. Deuxième type d'influence, toujours au niveau du tronc, on va retrouver la culture d'origine, qui, elle, va aussi être empreinte de valeurs, voilà, la religion, bien sûr, en faisant partie. Et le troisième élément, toujours au niveau du tronc et pas des moindres, le parcours, l'histoire de vie individuelle de chacun. Donc ça, Donc c'est là, plus une culture acquise, en fait. c'est plutôt acquis, voilà. Donc, toute cette partie-là, c'est plutôt un acquis, contrairement évidemment aux racines, qui étaient plutôt quelque chose d'inné. Et comme si ce n'était pas déjà suffisant, on va donc rajouter un troisième élément, donc les feuilles ou les fruits de l'arbre, qui vont correspondre à l'état d'esprit dans lequel on peut se trouver à un moment précis. Donc, on est plutôt sur l'humeur du jour, on est plutôt sur la... Voilà, c'est du Louis Baudin, on est sur la météo du jour, et donc c'est plutôt un élément qui va être fluctuant. Donc, je résume, une partie très racinaire avec laquelle il faut composer, une partie qui se construit, qui s'élabore au fil d'un parcours, un parcours de vie en particulier, et donc la partie visible de l'iceberg, donc qu'on va percevoir. Voilà, quand on regarde une personne, quand on rencontre une personne pour la première fois, quand on ne la connaît pas, la première chose qu'on perçoit, ce n'est pas la tête qu'il a, mais c'est la tête qu'il fait, hein, évidemment. Donc ça, C'est bien connu, on n'est pas responsable de la tête qu'on a, mais donc ça correspond bien à la partie du haut, la partie état d'esprit. d'accord. Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'on devient une personnalité difficile? Puisqu'en fait, on voit que c'est pas de naissance, quoi. D'accord. On ne naît pas pénible, on ne naît pas ronchon, on ne naît Oui. pas. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'on devient Alors, on pourrait penser qu'il y en difficile? a qui ont été bercés trop près du mur dès le démarrage. En réalité, effectivement, quand on regarde cette arme et qu'on se pose la question où se nichent les personnalités difficiles, elles seront difficiles de façon innée, hein, comme si on transmettait un gène de difficulté. Est-ce qu'elles le deviennent ou est-ce qu'elles vont l'être par rapport à des conditions extérieures? Alors, du coup, je te pose la question. À ton avis, où est-ce qu'on aura la plus grande masse de personnalités complexes et difficiles? J'aurais tendance à dire entre le tronc et les Là, feuilles, mais non. Alors, effectivement, on va décomposer tout ça. On va commencer par le grenier. Donc, si on commence par effectivement le feuillage, on peut être ou paraître difficile par rapport à un état d'esprit. Un adulte peut intégrer dans sa journée 7 sources de stress. La pitié, en général, il est au taquet, il est hot. et c'est de péchés capitaux. C'est ça. Alors, les 7 sources de stress sont des petits sources de stress, pas des grandes, hein, évidemment, donc des choses plutôt réduites. J'ai perdu mes clés, j'ai renversé un bol de café, Mon j'ai métro a du retard. le métro a du retard, des choses comme ça. Et donc, en principe, à la huitième, il va essayer de trouver un bouc émissaire ou bon, de se défouler. Donc, on est plutôt sur, effectivement, un élément plutôt conjoncturel. Maintenant, au niveau des mentalités, on peut retrouver des choses un peu plus complexes et on va retrouver des acquis qui peuvent créer une difficulté. Je vais prendre un exemple, si tu veux bien. Imaginons une famille où le père est militaire de carrière, Charles s'appelle, la mère est surveillante d'internat, donc Anne-Solène, et ils ont des enfants. Ils ont 3 enfants, donc ils ont une première fille qui s'appelle donc
Marie-Astrid, la deuxième s'appelle Clotilde, et le troisième, donc celui dont on va parler, s'appelle Jean-Eudes. Bon. Donc une famille de 3 enfants, et celui qui nous adresse, donc le dernier, pour être a priori qualifié de personnalité difficile, on va le décomposer. Jean-Eudes vient au monde avec un caractère très exubérant, très exalté, très envahissant, et tu l'as compris à travers le contexte que je viens de te situer, on a plutôt un contexte dit recentré, simplement par rapport déjà au choix du prénom. Et ce que j'ai oublié de te dire, c'est que quand Jean-Eudes vient au monde, donc sa mère Anne-Solène, décide de s'occuper à temps plein de l'éducation de son fils, voilà, et bien centré sur ce qui est important, les valeurs importantes. Et donc pendant 2 ans, elle quitte son emploi pour s'occuper de son fils. Et au bout de 2 ans, elle adorait son métier, donc ça crée une vraie frustration. Et elle décide de reprendre son activité professionnelle. Et donc pour ce faire, elle met son fils en pension chez les jésuites. Devine quel type d'éducation il va recevoir. Quel type de réaction ou Ouais, notre ami quel Jean-Eudes. type de personnalité il va... Simplement sur l'éducation. Comment est-ce que tu envisages l'éducation que je viens de te décrire? Ah, une éducation assez stricte, peut-être assez directive. Alors, plutôt stricte et puis effectivement plutôt directive. Et le caractère du gamin en question, comme je te l'ai défini, c'est plutôt un tempérament assez exubérant, assez débordant d'énergie. Donc, de ton point de vue, qu'est-ce que ça arrive de donner à l'adolescence, au moment où on fait la synthèse? Est-ce que c'est plutôt le caractère exalté qui va dominer, ou plutôt l'éducation un peu rigoriste qui pourrait ici ressembler à une chope de plomb? J'ai envie de dire, c'est qui tout double, en fait. Soit il rentre dans un certain moule, soit justement il a envie de se rebeller et d'aller à l'opposé et de suivre sa nature profonde. Alors effectivement, on peut envisager l'un ou l'autre. Alors ça ressemble un peu à la loterie, hein, on ne sait pas vraiment ce qui va dominer. Mais ce qui est sûr, c'est dans l'exemple qu'on vient de prendre ensemble, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, il y a ces 2 rencontres créent un choc psychologique. Soit effectivement, on peut envisager que c'est le caractère qui domine sous forme de rébellion, hein, ce qu'on trouve parfois bien sûr à l'adolescence, ou ce qu'on va considérer que la mentalité est tellement omniprésente qu'elle va étouffer ce fameux caractère qui revient s'exprimer. Donc on peut s'attendre à quelque chose d'un petit peu cyclotimique, un peu comme des montagnes russes. Le caractère va forcément, à un moment donné, remonter à la surface, comme dirait tonton Freud. Il y a des moments où la mentalité, elle va être tellement lourde qu'elle va étouffer. Donc, en fait, on n'en sait rien. Ce qui va dominer, on n'en sait rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut s'attendre à quelque chose d'un peu complexe, d'un peu contradictoire, d'un peu surprenant. Et pour cet enfant qui va devenir évidemment adulte, ce qui va être important pour lui, c'est de faire une synthèse ou une harmonie, si tu préfères, entre ce qu'il était à la base et ce qu'on a voulu qu'il soit. Alors cet enfant poursuit les études et il va se rembaucher éventuellement chez toi. Il va se comporter avec toi un peu comme il se comportait dans sa propre fratrie initialement. Parce que c'est là où il s'est fait les dents aussi. Voilà, et donc ça peut être un peu compliqué. Okay. Donc le principe, c'est quelqu'un de difficile pour les autres. C'est d'abord quelqu'un de difficile à l'intérieur de soi. Il faut qu'il y ait des choses pas forcément réglées ou des choses complexes avant que la complexité apparaisse au niveau des relations. Oui, il y a un conflit interne avant qu'il y ait un conflit externe. Exactement. Exactement. Et du coup, comment est-ce qu'on différencie une personnalité difficile d'une personnalité toxique? Alors, la différence... C'est quoi le côté Est-ce que c'est une question de degré? Est-ce que c'est une question de rapport encore différent à l'autre? Alors, c'est effectivement une question de degré, également une question de curseur. Quelqu'un de difficile sera moins complexe, compliqué à gérer, en tout cas quelqu'un de toxique. Je vais prendre un exemple, un mot que tout le monde en beaucoup parle en ce moment, c'est très à la mode, c'est le mot pervers narcissique. Il y a même des ouvrages qui sont sortis qui portent ce titre-là. Donc, la différence entre un narcissique tout court, si on pourrait dire, et un pervers narcissique, c'est que le narcissique, c'est quelqu'un qui a le culte du moi, quelqu'un qui est très égocentré, qui est un peu capricieux, qui est très vite agacé. En fait, le commun des mortels l'agace en permanence, parce que les gens ne le comprennent pas qui il est. Alors que le pervers narcissique aura les mêmes caractéristiques. La différence, c'est qu'en plus, le pervers narcissique ne sera pas limité ou rattrapé par la culpabilité. Et le fait qu'il n'ait pas de culpabilité, ça veut dire qu'il dort bien. Il n'y a pas ses limites et il peut aller très loin dans ses actions, dans la mesure où il n'y a pas de frein moral qui pourrait limiter ses crises. D'accord. Il n'y a pas de remise en question à quelque moment que ce soit. Exactement. Et de ce que tu dis là, est-ce que ça veut dire du coup qu'il y a différents types
de personnalité difficile, puisque tu fais un Ouais, distinguo entre oui. aussi narcissique, pervers narcissique. Et est-ce qu'il y a différents types de personnalités difficiles ou toxiques? Oui, alors j'ai demandé en régie, donc à Teddy de nous afficher donc une slide. Donc effectivement, si vous regardez le dessin central, il présente une matrice avec la lettre M, pardon, la lettre T. Donc la lettre M, l'axe vertical est un axe d'affirmation de soi, M voulant dire ici moi. Donc on trouve du M+, du moi+, qu'on oppose à du M-. Et l'axe horizontal, c'est la lettre T qui veut dire toi. Donc le toi plus à droite correspond à une forme d'affirmation de soi ou d'assertivité. Le toi moins, à l'inverse, c'est évidemment une forme d'un manque d'empathie ou une distance qu'on prend par rapport à l'autre. Donc si on croise ces deux données, donc on trouve effectivement en haut à droite ce qu'on appelle un intégrateur, un intégrateur ou un fédérateur, c'est donc plutôt quelqu'un de positif, là on n'est pas sur quelqu'un de difficile, donc quelqu'un qui va plutôt essayer de, si on prend un terme bien connu actuellement, donc la bienveillance, il va essayer de faire preuve de bienveillance dans pratiquement toutes les circonstances. C'est En un bas, leader charismatique, l'intégrateur, en alors il fait. peut être plus leader charismatique, toujours en tenant compte de la personnalité qui lui fait face. D'accord. Donc il est charismatique et bienveillant. En bas à gauche, alors on trouve déjà un embryon de personnalité difficile à travers quelqu'un qui ne s'affirme pas et qui en même temps s'intéresse pas à l'autre. Alors on garde une cohérence parce qu'effectivement, ça n'est pas quelqu'un qui cherche à nuire à autrui. Par contre, la difficulté qu'on peut rencontrer avec cette personnalité dite insulaire, c'est qu'on a très peu de communication. Donc à partir du moment où on n'a pas de communication, il n'y a pas de réaction et c'est compliqué d'engager, par exemple, des objectifs ou des projets communs. Donc typiquement, on est sur quelqu'un qui arrive le matin au bureau, qui vous dit bonjour du bout des lèvres, il rentre dans son bureau toute la journée, le soir il dit au revoir, il rentre chez lui. Donc, il n'y a pas de conflit. Par contre, on est dans la non-communication et évidemment, la non-communication peut engendrer des malentendus. Et après, donc malheureusement, on s'attaque aux gros poissons. Dans nos filets, on a quoi? On a en bas à droite la victime. Donc, la victime, c'est quelqu'un qui est souvent dans la rivalité, une rivalité un peu induite, un peu périphérique, un peu sous-jacente. Donc, la victime, elle est subie. Mais ça n'est jamais confortable ou agréable de subir une situation. Donc la victime va essayer de sortir de son état ou de manifester son état à travers des pics ou des sous-entendus. Donc on est dans le monde des sous-entendus. Donc la victime... Tu peux donner un petit exemple, justement? Oui, alors par exemple, la victime peut être très à l'aise dans l'art de manier les complis moches. D'accord. C'est quoi un compli moche? Alors un compli moche, ça commence comme un compliment et ça s'appuie par une vacherie. Ici, Séverine, je vois que tu as osé le noir aujourd'hui, ça change d'habitude. Là, c'est un compli moche. Ok. C'est super subtil quand même. Donc, c'est. En général, il y a souvent un double langage dans le message. Voilà. Donc, on est plutôt sur des conflits larvés et on va arriver à un moment donné à des situations un peu claniques, donc des clans. Un, je l'aime bien, un, je l'aime pas, et du coup, ça fait des micro-groupes dans l'entreprise, ce qui est embêtant pour quelqu'un qui est censé fédérer, donc un manager. Et en haut à gauche de notre schéma, donc on va retrouver la personnalité dite égocentrique. Alors, l'égocentrique, c'est quelqu'un qui considère qu'il est au centre de tout et que les autres sont bien loin derrière. Donc, on est sur quelqu'un qui est très égocentré et qui s'impose et qui prend beaucoup de place. Et donc, c'est quelqu'un qui sera très souvent dans les rapports de force ou dans la compétition. Il y a un côté gagneur, alors pas forcément dans le jeu, mais en tout cas au niveau psychologique, il a besoin de sentir qu'il est supérieur aux autres. Ça me fait sourire parce que je pense à quelques fonctions où on se dit que il y a peut-être une proportion plus importante d'égocentrique que de victime. Mais bon, pure réflexion personnelle. Déjà, quand on engage ces termes de victime et d'égocentrique, on a tous dans la tête des exemples ou des profils qui y arrivent. Ouais, je pense à un Jean-Claude Convenant qui, à mon avis... Ah bon? Ouais. Et en quoi c'est problématique justement d'être confronté à des personnalités difficiles? Qu'est-ce que ça engendre en fait? Si ce n'est que, par rapport à soi, j'ai envie de dire, on peut gérer, mais après par rapport à une gestion d'équipe, ce genre de choses. Le problème de la personnalité difficile, c'est qu'elle va créer des dommages psychologiques, c'est la personne qui subit. Donc, soit effectivement, on s'en va dans un rapport de force et ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, c'est souvent stérile. Ou alors, on subit une situation, ça crée de la rancœur. Et donc, dans le cerveau, la personne qui a subi la relation, ça fait de la rumination. Et ça peut malheureusement déboucher sur des choses beaucoup plus graves, beaucoup plus intenses, qui sont les dépressions, dans certains cas, des burn-out. D'accord. Ouais. Et du coup, quand on a un conflit avec une personnalité difficile, quelles sont les
les premières mesures à prendre? Alors, ce qui est très important, c'est déjà de situer euh, quel genre de personnalité difficile, à quel genre de personnalité difficile on est confronté. Est-ce qu'on est plutôt confronté à un égocentrique? Est-ce qu'on est plutôt confronté à une victime? Et ce qu'il faut, c'est beaucoup écouter, beaucoup observer et surtout ne pas tomber dans le piège de surréagir ou de réagir immédiatement. Il faut se poser, il faut bien analyser la famille d'origine et à établir un diagnostic en fonction de la personnalité qui nous fait face. D'accord. J'ai une question à te poser, Séverine. On a vu donc qu'il y avait des grandes familles, donc l'égocentrique et la victime. Et dans ces grandes familles, on va trouver des sous-familles. C'est-à-dire qu'il y a le nom de famille, mais aussi les prénoms. Et donc, ce que je te propose, c'est de présenter donc à nos auditeurs les différents prénoms des différentes personnalités pour arriver à mettre des mots ou des images sur des mots. Oui, Hein, avec plaisir. J'avais cru noter que tu avais 3 points en fait D'accord. pour gérer les personnalités difficiles. Il y Alors, avait une prise de recul. il y a une prise de recul et bien comprendre à quelle personnalité on a et après analyser sa réaction par rapport à la situation. La situation va jouer autant que la personnalité. Ok. Et justement, ces réactions, elles font appel à des peurs, des besoins qui peuvent être très différents justement en fonction des profils. On va en voir 2 là tout de suite après. On va justement rentrer un peu plus dans le détail pour que vous compreniez bien la différence entre deux profils. Mais ça veut dire qu'en fait, derrière chaque personnalité, parce que les personnes ne sont pas difficiles, ce sont les personnalités qui sont difficiles. Derrière chaque personnalité difficile, il y a un besoin, une peur. Alors, il y a un besoin, il y a une émotion. Il y a une émotion dominante, qui peut être la colère, qui peut être la peur. D'ailleurs, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu sais combien il existe d'émotions différentes? L'éventail, le catalogue d'émotions, repose sur combien d'émotions différentes? J'aurais envie de dire 5 et 6 parce que je pense à vice-versa et à toutes les couleurs et tout. Vu que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Alors, on a tous vu des dessins animés, ça, vice-versa. Alors, il existe pour les psychologues européens, les psychologues français européens, il existe 4 émotions de base. Donc, la plus positive, évidemment, c'est bien sûr la joie. À la joie, on oppose l'antinomie, donc la tristesse. Et après, on a une dualité avec la colère et la peur. Donc, ça fait 4 émotions principales. Pour les psychologues d'Amérique du Nord, donc les États-Unis, Canada compris, il existe 2 émotions de plus, qui sont donc la surprise et le dégoût. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a des cerveaux différents entre l'Europe et les États-Unis. C'est que, par du principe que les 2 que je viens de citer, la surprise et le dégoût, sont des émotions. En Europe, on voit plutôt ça comme des réactions, les sensations. Donc, on joue un peu sur les mots, on est sur 4, option 6. C'est une subtilité, quoi. C'est une subtilité. Et la particularité d'une émotion, il y en a 2, c'est que les émotions sont innées. Donc, tous les enfants de la planète viennent au monde avec ce catalogue entre les mains. C'est universel? C'est universel, exactement. Et la deuxième particularité, c'est que l'émotion, elle ne dure pas. C'est-à-dire qu'on peut ressentir une émotion très rapidement, quelques secondes, et très vite, on peut la remplacer par un autre. On donne un jouet à un enfant, il sourit, vous lui prenez, il pleure, et en 3 secondes, c'est réglé. Donc ça va très vite. Pour les gens âgés, évidemment, c'est plus compliqué, mais les très jeunes, ça fonctionne comme ça. Et donc, l'émotion ne dure pas. Et pourtant, on a l'impression parfois qu'on a des émotions qui sont tellement intenses, tellement vives, qu'elles peuvent durer dans le temps. Alors, c'est possible, bien entendu, mais si elle dure dans le temps, c'est qu'elle change de nom. Donc, elle ne s'appelle plus émotion. À ton avis, comment est-ce qu'on pourrait appeler une émotion qui dure 10 ans? Un sentiment. Bravo, bonne pioche. Donc, effectivement, il s'agit d'un sentiment. J'ai bien révisé. Donc, une émotion qui dure longtemps peut s'appeler un sentiment. Et nous, on part du principe que les personnalités difficiles ont des émotions souvent dominantes, qu'elles génèrent chez la partie adverse des sentiments. Et après, c'est comment on gère le sentiment. C'est plus facile de gérer un état émotionnel qu'un sentiment qui s'est ancré. Donc, on règle un problème tout de suite. Sinon, après, ça s'ancre. Ça devient un sentiment, voire un ressentiment. Et là, c'est beaucoup plus difficile à déloger. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'émotion se distille un peu en alcool et elle devient un sentiment. C'est-à-dire que la colère est assez facile à gérer, alors que la rancœur, c'est bien sûr beaucoup plus compliqué. Il faut d'ailleurs remonter à la source, identifier la bonne source, détricoter le pull par rapport à tout ce qu'a pu rajouter, qui a terni l'image qu'on avait de la personne, de la situation, et après trouver évidemment des solutions appliquées. D'accord. C'est plus compliqué. C'est super complexe. Oui.
vous l'évoquez, on aimerait rentrer un petit peu plus en détail avec vous sur des profils. Comment est-ce qu'on peut réagir ou agir? Parce qu'on vient de le voir, la réaction n'est pas forcément bonne conseillère, mais comment est-ce qu'on peut agir face à une personne qui est constamment négative et critique à tout ce qu'on lui propose, à tout ce qu'on lui demande? Comment est-ce qu'on va gérer un collègue, un collaborateur, un manager? Puisqu'en fait, on peut croiser des personnalités de ce type à différentes occasions. Ça peut être aussi un client, un fournisseur, enfin voilà, comment est-ce qu'on gère ça? D'accord. Alors, dans nos types de personnalités difficiles, dans la grande famille des égocentriques, on a donc une sous-partie, une sous-famille qui s'appelle l'accusateur. Voilà, donc celle d'apparaît à l'écran. L'accusateur, c'est un petit peu le représentant le frondeur le plus agressif des égocentriques. Et donc, c'est quelqu'un qui est très souvent dans l'opposition. Il est à la fois, comme vous pouvez le lire sur la slide, il est à la fois autoritaire, suspicieux, il est têtu, il est obstiné, il est rancunier, il a toujours raison. Donc ça fait beaucoup pour le même homme. Il a tendance un peu à tout comprendre de travers. Il a parfois la théorie du complot. Donc on pourra même parler de personnalité paranoïde, même famille bien sûr que paranoïaque. C'est quelqu'un qui est assez procédurier et en même temps, ce que je vais vous dire, ça sera vrai pour lui, mais également pour tout le monde, quelqu'un de difficile n'est jamais difficile 24 heures sur 24. C'est-à-dire, il y a des moments où la personne est très complexe à gérer, il y a des moments où il y a la relâche. C'est-à-dire, il y a des moments où, évidemment, on est moins dans la tension, donc on est moins dans le conflit. Donc nous, on va plutôt nous intéresser aux situations dites gâchettes, donc les situations les plus emblématiques, celles où on a une espèce des pics de colère ou d'émotion et qu'il faudra traiter en live. D'accord. Et du coup, tu peux justement nous donner un ou deux exemples de situations qui vont être des détonateurs Oui. par rapport à ce type de profil? Alors, dans le cas de l'accusateur, comme c'est quelqu'un qui évidemment assez vite la théorie du complot, c'est quelqu'un qui va imaginer qu'on a fouillé dans ses affaires quand il n'est pas là. C'est quelqu'un qui va imaginer qu'on a mis en place une réunion alors qu'il n'était pas présent pour profiter de son absence pour prendre des décisions en le court-circuitant. Donc, il va imaginer beaucoup de choses. Et donc, on va être sur quelqu'un qui, à la fois, va être très, très bon sur tout ce qui est technique, extrêmement pointu, voire à tendance perfectionniste, mais pas bon du tout dans tout ce qui est soft skills. C'est-à-dire quelqu'un qui ne sera pas bon du tout dans l'interprétation de ce qui a pu être dit ou fait. D'accord. Donc, ça aboutit à des interprétations dites sauvages. Et le problème fondamental de l'accusateur, c'est qu'il va interpréter sauvagement tout ce qui est dit, tout ce qui n'est pas dit, et ça va malheureusement dégénérer en conflit. Ce que je retiens de ce que tu dis, c'est qu'en fait, la personne peut être un super professionnel, mais pas juste avoir la bonne attitude, en fait. C'est juste Oui. que, voilà, elle a pas forcément le bon mode de réaction ou Exactement. la bonne Oui. attitude, ouais, alors que c'est quelqu'un qui est extrêmement professionnel, technique, fiable et tout ce qu'on veut. Donc voilà, ça modère un peu certaines choses, quoi. D'ailleurs, j'en profite, quand on est confronté à quelqu'un de difficile et qu'on a le pouvoir de se poser la question que je vais vous poser ici, c'est quand on est confronté à quelqu'un de difficile, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'on s'en sépare? Et dans la grande majorité des cas, on garde les gens difficiles, non pas par jeu pervers ou quoi que ce soit, mais c'est quelqu'un de difficile peut être très, très difficile, encore une fois, sur un plan relationnel. Il peut être excellent sur un plan professionnel, voire le meilleur de l'équipe, et parfois il le sait, ce qui complique encore évidemment la Est-ce que difficulté. ça entérine la Mmh. position? Mmh. Est-ce que tu as quelques exemples de personnalités célèbres Dans le cas à nous d'accusateur, présenter, voilà, pour qu'on comprenne un petit peu le type de tempérament oui. que ça peut donner? Alors, on en trouve évidemment dans les situations où il faut s'engager. On est sur des tempéraments qui sont plutôt passionnés, qui vont au bout de ce qui a été entrepris. Donc, on va retrouver en politique, bien entendu. On va retrouver dans le show business. Alors, en politique, j'espère choquer personne à travers mes exemples, parce que c'est absolument pas le but ici, mais c'est juste pour comprendre ou véhiculer une Si idée. tu veux pas dire de nom, tu donnes juste les bords, on comprendra vite, je pense. D'accord. Donc, la famille Le Pen dans son ensemble. On va retrouver Jean-Luc Mélenchon. On va retrouver évidemment des gens qui ont un peu tendance à être un peu dictateurs. Donc, évidemment, Vladimir Poutine, voilà, Napoléon, des gens comme ça. Ou dans le cinéma, ça peut être, je sais pas, Michel Sardou, Alain Delon, Brigitte Bardot. Donc, il y a toujours une cause à défendre avec beaucoup d'énergie et ce sont des gens plutôt passionnés. D'accord. Et donc, si on prend un exemple là, donc
ces personnalités sont devenues difficiles parce qu'il y a Oui, une histoire forte, oui. parce il y a un enjeu particulier? Alors, au niveau, alors là, on rentre dans la psychologie, évidemment, la psychologie clinique, la psychologie pure. On se rend compte que dans le cas des gens difficiles, et ceux-là en particulier, donc les accusateurs, entre guillemets, ce sont des personnes qui ont souvent, dans leur passé affectif et éducatif, reçu un amour très conditionnel. C'est-à-dire, si tu n'es pas le premier à l'école, je t'aime plus. Si tu n'es pas le meilleur en match, je t'aime plus. Si tu n'es pas champion d'haltérophilie, je t'aime plus, etc. Et cet enfant a intégré l'idée qu'il devait être dans un certain niveau d'excellence pour Une être digne, injonction à la perfection une pour, injonction parentale mmh, très axée sur le perfectionnisme. Et le principe, c'est de se hisser à la première place pour être digne de l'amour du père ou la mère, souvent le père ici, d'ailleurs au passage. Et cet enfant intègre la notion effectivement de compétition par rapport aux autres pour être le meilleur. Et ça induit l'idée qu'on ne peut pas vraiment être aimé en dehors de ce schéma-là. Donc, on a quelqu'un qui est très, très axé sur la domination de l'autre et qui va souvent être dans un état de tension permanent. On va parler de colère dominante ici. Donc, c'est plutôt un phénomène qui se construit au moment de l'enfance et qui se traduit donc plus tard, évidemment, à l'âge adulte, en entreprise, par de la compétition par rapport aux autres. donc là, on est plutôt sur des colères explosives? Alors, on sera sur des colères cocotte minute. Donc, on est Ouais. plutôt sur un tempérament qui va intégrer pas mal de colère en lui. Et bizarrement, parfois, il est exposé en décalé sur un détail, quelque chose qui sont vraiment secondaires. Mais on sent en général que la colère, elle vient d'ici, elle est vraiment abdominale, elle vient d'assez loin. Donc ça fait écho. Les colères les plus violentes font écho à des choses mal digérées. D'accord. Et alors si on prend un autre profil qui, du coup, est peut-être radicalement différent, est-ce que Alors, tu peux nous en présenter un? alors, en régie, est-ce que vous pouvez nous présenter donc notre slide? Voilà, donc on a notre nom qui apparaît à l'écran. Alors là, on est plutôt du côté de la famille des victimes que des égocentriques. Donc voilà un tempérament phare chez des victimes, l'opposant ambigu. Alors, on va définir ce terme-là. L'opposant ambigu, c'est quelqu'un qui dit jamais ce qu'il pense, mais il s'arrange pour que les autres soient au courant. Donc, on est plutôt sur une forme de manipulation. On est sur ce qu'on appelle un individu dit clanique, donc quelqu'un qui fait des clans. Et en général, on se rend compte qu'on a affaire à un opposant ambigu par le fait que quand il est absent, quand il est en vacances ou éventuellement malade, l'ambiance est beaucoup plus légère au niveau Sereine. du Mmh. service. Donc, on est sur quelqu'un qui va créer une tension permanente par rapport à sa présence, par rapport à des phrases non terminées. Je parlais de compliments tout à l'heure, par rapport à des jeux de regard. Donc l'opposant ambigu, il fait des compliments. Alors, c'est un peu le spécialiste du compliment ou des phrases non terminées. Par exemple, je vais donner un autre exemple. Il va passer dans un couloir, il va juste passer son visage à travers une porte qui est entrouverte. Il va dire tiens, vous êtes 5 au service comptabilité. Ben oui, alors, oui, on est 5 au service. Non, non, rien, 5 au service comptabilité. Je me comprends. Enfin, je me comprends. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on peut envisager plein de choses. Que ça veut dire qu'on est trop, on n'est pas assez, voilà. Ou alors, c'est quelqu'un qui va souvent sortir une boutade en disant oh, je rigole. Il a Mais en quand même fait, dit, et au passage, il a quand même blessé, évidemment, sa cible. d'accord. Et alors, comment est-ce on repère justement, l'opposant, ambigu? Bien, on repère par le fait qu'il y a une tension. C'est quelqu'un qui recherche absolument la proximité, donc il va essayer d'avoir des alliés dans son entreprise. Il a souvent un petit caporal avec lequel il est en permanence. Il s'avère que ça fait une espèce de binôme un peu infernal. Et à partir de là, ils refont le monde. Donc l'opposant ambigu passe son temps à se plaindre de son chef en particulier. Il va chercher des oreilles compatissantes pour entendre le problème rencontré. Donc le caporal se dit non, c'est pas possible. Donc c'est le principe du scoop. Hein. D'accord. Et donc évidemment, par sa réaction excessive, il donne raison à ce que l'opposant ambigu a pu dire. Donc c'est un petit peu le spécialiste des réunions tupperware, c'est-à-dire qu'on passe son temps à mettre en boîte. Super. Blague de Jean-Paul. Et du coup, c'est quoi une situation clé où on peut repérer justement alors, tu vois, quand tu me parles de situations claniques, je pense, à Oui, Radio Moquette, à la machine à oui. café où on lance le moindre ragot. Enfin, je pense qu'on a tous vécu ça à un moment ou à un autre, en entreprise. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut le repérer, l'opposant, ambigu? Alors, le repérer, évidemment, on s'en rend compte souvent un peu tard, malheureusement, quand c'est voilà, un peu compliqué à gérer, à traiter. Il y a deux niveaux en fait, de traitement de l'opposant ambigu. Il y a effectivement, comme tu l'évoques, une partie un peu préventive. On va essayer de Mmh. prévenir le problème, les dérapages. Et après, il y a une partie curative. Alors, au niveau préventif,
Ce qui est important, c'est de repérer ce besoin de proximité qui est évidemment un peu excessif ici en mélangeant l'affectif et le professionnel. Et le principe, c'est d'avoir un coup d'avance. Alors, ce qui est important, d'aller voir la direction, la hiérarchie, en évoquant l'idée qu'on a un cas qui est sensible et qu'on a besoin d'une autonomie absolue pour gérer ce cas-là. Parce que si le manager le manager intermédiaire ne prend pas les devants, ben, l'opposant ambigu risque d'aller se plaindre directement tout en haut de la pyramide en évoquant une notion de harcèlement, parce qu'évidemment, le mot qu'on va associer ici, c'est le harcèlement. Donc, c'est quelqu'un qui se plaint beaucoup de harcèlement, alors qu'en réalité, on est sur du harcèlement inversé. On n'est pas sur un manager qui va harceler un collaborateur, on est bien sur un collaborateur qui va harceler son manager, et on a des managers qui craquent simplement parce qu'ils ont un opposant ambigu dans leur équipe. Et avec l'opposant ambigu, la grande problématique, c'est l'impossible explication. Dès qu'on rencontre l'opposant ambigu en entretien individuel pour comprendre ce qui se passe, la réponse « mais tout va bien, mais il n'y a pas de problème, je ne comprends pas pourquoi vous me convoquez, je fais mon travail, pourquoi il y a un problème ?» Voilà. Ok. Donc, c'est très agaçant. Donc, évidemment, on a envie de surréagir, ce qu'il faudra bien sûr pas faire. C'est une notion à peine. D'accord. Donc, ça, c'était sur l'aspect préventif et sur le curatif. Alors, sur le curatif, ce qui va être important, c'est d'occuper la personnalité pour pas qu'elle, évidemment, ait le temps d'aller coercer Rago dans les couloirs. Donc, on va l'occuper non pas sur des choses forcément complexes et une charge supplémentaire, mais en restant dans la fiche de poste. Donc, on reste effectivement sur le corps de métier. On va l'occuper avec des tâches, des tâches supplémentaires. Ce qui est important aussi, c'est de bien prendre conscience du jeu d'alliance que l'opposant ambigu va initier dans son service. Donc, c'est un peu casser le jeu. C'est pas très beau, mais casser le clan. Il faut un peu casser le clan et faire en sorte que l'opposant ambigu soit au moins en relation frontale ou directe, en tout cas, avec le petit caporal. D'accord. Effectivement, on peut jouer sur un phénomène de panique quand on peut. Et ce qui va être aussi, à un moment donné, là, on n'aura pas le choix, c'est de faire du recentrage, au démarrage du recentrage. Et bien sûr, ensuite, on va envisager du recadrage. Alors, le principe, c'est qu'on manque de preuves. Évidemment, les bruits de couloir, on a bien sûr jamais de preuves. Donc, on va essayer de s'en sortir sans preuves. C'est-à-dire qu'on va, soit il y en a qui vont bluffer, mais ce qui est important, c'est pas forcément de bluffer, c'est de montrer qu'on est au courant de la situation. On n'est pas dupe. On n'est pas dupe parce que dans une situation compliquée comme celle-ci, d'ailleurs, ça sera valable pour toutes les situations, on est dans des histoires de jeu de rôle. Et tant que le manager ou le collaborateur ne réagit pas, ça veut dire qu'il accepte le jeu. Donc, le fait de montrer qu'on est conscient des enjeux et du jeu en particulier, ça donne des bénéfices. Le premier, c'est que l'opposant ambigu peut se méfier de son chef. Il a convoqué pour ça, c'est qu'il y a au moins un doute. Le deuxième bénéfice, c'est qu'en entreprise, quand quelqu'un est convoqué par son manager, on ne sait pas pourquoi, mais tout le monde est au courant. Donc ça, c'est en général assez vite, un peu comme traîner de poudre. Donc ça peut effectivement limiter les personnes qui auraient la mauvaise idée de vouloir copier le modèle. Et puis le troisième bénéfice, c'est pas du moindre pour le manager, c'est un bénéfice d'intégrité, de confiance en soi. La confiance en soi n'a absolument rien de génétique. Personne ne vit au monde en étant sûr de soi ou pas sûr de soi. C'est bien un phénomène qui se conjugue et qui s'améliore et qui évolue. Donc, ce qui est important pour le manager, c'est d'oser confronter la personne qui le gêne pour pouvoir dormir paisiblement et pas avoir le sentiment de subir un contre-pouvoir éventuel. D'accord. De ce que je comprends, en fait, quel que soit le profil, en fait, tu disais, c'est une question de jeu relationnel. Oui. Donc, en fait, cet intérêt de prendre du recul, en fait, permet de ne pas entrer dans la danse, de ne pas donner du moulin, du grain à moudre, mais justement de voir aussi quelle est la meilleure gestion possible en fonction de la situation, en fonction des enjeux. Oui. Et puisqu'on parle de jeu, on va arriver sur la dernière partie de ce webinaire. On a pris un petit peu de retard, je suis désolée. On va vous proposer un petit jeu pour essayer de reconnaître des personnalités en fonction des traits de caractère. Alors, le premier personnage, est-ce que tu veux le présenter, Jean-Paul? Alors, donc on est sur un personnage qui est plutôt dans l'opposition, qui n'est pas très avenant, qui pourrait être un descendant de Jeanne d'Arc ou plus récemment de Mireille d'Arc, là je vous aide beaucoup. Donc, il y a un prénom évidemment plutôt sombre, comme on l'a compris. Il aime beaucoup le pouvoir, c'est un personnage de film, donc initié dans les années 80. Et voilà, il y a un petit côté Daft Punk physiquement, donc je pense que tout le monde l'a reconnu. Alors, on vous laisse répondre dans le chat si vous le souhaitez. Essayez de nous mettre quelques réponses
pour que ce soit interactif et qu'on ne se sente pas tout seul en studio. Donc c'est un personnage fictif, hein. Mhm. Est-ce que certains ont des idées? La force est avec lui, hein. La force est avec lui. Bon, ça c'est un indice, je veux dire, si vous ne trouvez pas avec ça. Ouais. Il a un fils dont l'initiale commence par la lettre L. Pas de... Ah! Ardisson, c'est... Merci Antoine, il y a un peu de ça. Alors, Dark Vador. Du coup, tu as dit, tu peux nous afficher la réponse? Effectivement, c'est Dark Vador. Le casque, c'est le petit point commun avec Daft Punk. Donc, Ouais. Dark Vador, personnalité accusatrice. Bon, il faut dire qu'il n'a pas eu une enfance super, super facile Il est un aussi. peu enroué aussi. Ouais. Il est un peu enroué. On va passer au deuxième personnage. Donc, un acteur français né en 72, un duo m'a rendu célèbre. Mon nom de famille laisse supposer que j'aime la nature. Alors là, je fais un petit aparté parce que Jean-Paul est le roi des jeux de mots. Donc, il faut vraiment chercher le sens caché des choses. La ville de Nice lui a porté chance. Il a obtenu plusieurs prix. Je vous donne une indication supplémentaire. Donc, il a joué à Hollywood également. On peut le voir encore en ce moment à la télé par rapport à une pub de café. Voilà, je vous laisse essayer. Ah, vous êtes trop fort. Donc, je disais à Jean-Paul que ça allait ravir les ménagères de plus de 50 ans, mais pas que, en fait. Donc, oui, c'est bien Jean Dujardin. Et donc, Jean Dujardin, est-ce que tu peux nous dire en quoi c'est une personnalité théâtrale, même si, voilà, il est acteur, donc évidemment, il aime jouer sur son image et c'est quelqu'un d'assez exubérant. Oui. Mais quels sont les autres traits, du coup, du théâtral? Alors, le théâtral, c'est quelqu'un qui aime bien attirer, qui a un besoin viscéral d'attirer l'attention. Donc, il se donne beaucoup en représentation et ça ne s'arrête jamais, hein, dans la vie privée aussi bien dans la vie professionnelle. Donc, on a un petit peu de mal à se concentrer quand il est dans la pièce en général. Donc, il peut très vite professionnellement être chronovore des autres. Évidemment, quand il est là, on peut se concentrer sur sa priorité. Donc, ce sont des gens qui ont en général beaucoup de charisme, beaucoup de personnalité, beaucoup de charisme, qu'on aime bien parce qu'effectivement, ils mettent le feu. Hein, Ouais. Donc, dans une soirée, évidemment, c'est parfait. Par contre, s'il est dans une soirée, dans une église. Ouais, il y a une question de contexte. C'est ça. Alors, je vois qu'il nous reste 4 minutes avant la fin de ce webinaire. On ne va pas aller plus loin sur le jeu, mais vous pourrez les retrouver avec Jean-Paul ou nos autres formateurs sur notre formation « Gérer les personnalités difficiles » si vous souhaitez aller plus loin. On va prendre quelques questions sur le chat. Alors, on remonte. Est-ce qu'une personnalité difficile peut changer? D'accord. Alors, une personnalité peut évoluer, effectivement, changer le contexte, évidemment, c'est le contexte qui fera la différence. Fondamentalement, quand on est difficile, on peut composer avec la difficulté rencontrée. On va dire, on va terminer sur une note positive, on va dire qu'on va évoluer, on peut évoluer. Par contre, changer fondamentalement, il faudrait beaucoup de paramètres pour que la personne ait conscience qu'elle soit difficile et avoir envie de changer. Là, ce sera un gros travail sur soi et le naturel revient au galop et c'est toujours ça? On va dire que la balle est dans son camp. La balle est dans son camp. Si lui-même a conscience des enjeux, il a envie de changer, la situation pourra évoluer. Mais la difficulté qu'on va rencontrer ici, c'est que celui qui est difficile ne se sent pas forcément difficile. D'accord. Donc voilà, ce que nous, on peut faire, c'est changer notre relation à lui. On peut prendre de la distance pour se protéger ou communiquer différemment. Par contre, le principe, c'est qu'on ne peut pas changer quelqu'un de difficile, surtout s'il n'en a pas envie. D'accord. Alors, j'essaie de voir s'il y a d'autres questions. Alors, justement, tu mentionnais par rapport à soi. Et du coup, si c'est nous qui sommes difficiles, si moi, je pense que je suis en fait une opposante ambiguë, est-ce que c'est un problème pour gérer une équipe, pour m'épanouir pleinement dans le monde du travail? Comment est-ce que être sûr que c'est pas nous qui sommes difficiles, et si c'est nous qui sommes difficiles, parce qu'on n'est pas parfait, alors, comment est-ce qu'on fait? Si tu penses fondamentalement que tu es la catégorie des opposants ambigus, c'est plutôt une bonne chose d'en prendre conscience, de mettre des mots sur un comportement. Et le fait d'en prendre conscience, ça va certainement limiter des choses ou permettre de modifier ta relation aux autres. Donc la prise de conscience dans un cas comme dans l'autre, dans un sens comme dans l'autre, effectivement, permettre de gérer pas mal de choses,
Donc, c'est plutôt bien. Donc, c'est vrai que dans des livres ou dans des séminaires, le fait d'avoir une description assez complète des différents profils, ça permet d'une part de gérer, d'identifier des personnalités difficiles chez les autres, mais aussi de voir parfois des éléments qui pourraient être améliorés chez soi et donc de s'orienter vers une évolution plutôt positive. Donc, c'est intéressant à deux niveaux. On va parler ici de développement personnel, tu vois. Oui. Mais le développement personnel est étroitement lié au développement professionnel. C'est-à-dire que si je ne fais pas d'efforts sur moi, ça se ressent forcément à un moment au travail. Oui. Est-ce qu'on a une autre? Ne risque-t-on pas de classer comme personnalité difficile toute personne avec qui on rencontre des difficultés? Super question. Merci Arnaud pour ce partage. Alors, c'est une histoire de curseur. Si je peux très bien avoir une difficulté avec ma belle-mère sans forcément faire quelqu'un de difficile, quoique. Mais donc, on est plutôt J'adore ma belle-mère. La fameuse belle-mère. Et donc, le principe, c'est que ce n'est pas parce qu'on a une difficulté avec quelqu'un qu'on va forcément l'étiqueter difficile. L'étiquette difficile vient du fait qu'il y a une récurrence en fait, dans les relations compliquées qu'on a avec la personne et qu'on est sur un surdosage, on surréagit. D'accord. Voilà. Donc, c'est plutôt la fréquence et la surréaction qui fera l'étiquette personnalité difficile. Mais en même temps, pour répondre à ces questions qui est vraiment intéressante, quelqu'un peut être très difficile pour l'un et beaucoup moins difficile pour l'autre. Il y a évidemment ce que la personnalité difficile nous renvoie. Il y a nos faiblesses, il y a nos peurs, il y a notre vécu personnel. Il y a l'effet miroir, tu veux dire? C'est ça, on n'est pas tous armés des mêmes armes ou des mêmes boucliers émotionnels pour réagir et nous protéger face aux gens difficiles. Alors, je vois qu'il y a une autre question. On va déborder un petit peu, tant pis. Oui. Mais c'est trop passionnant. Comment gérer son N+1 s'il est type pervers narcissique? Voilà, alors une question qu'on me pose souvent en formation. Bah, ouais. Alors, le principe, évidemment, c'est déjà être sûr qu'on est dans la personnalité narcissique, la bonne catégorie. Parce que le thème est tellement galvaudé que dès qu'on a des problèmes avec quelqu'un, on a tendance à l'étiqueter de pervers narcissique. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, la différence entre le narcissique et le pervers, c'est qu'il y a vraiment une intention très négative de détruire l'autre. Donc, on est sur un jeu. C'est malveillant, c'est volontaire, c'est pas maladroit. Oui. C'est avec la volonté de nuire, quoi. C'est ça, il y a une volonté de nuire. Donc, encore une fois, le principe, c'est qu'on ne change pas l'autre. Donc, on ne peut pas, si malheureusement le chef de notre auditeur de Cyril est quelqu'un de pervers narcissique, il ne pourra jamais changer cet état de fait. Par contre, Cyril peut essayer de tenter de prendre de la distance vis-à-vis du chef, non pas en démissionnant bien entendu, mais en essayant de s'affirmer, en affirmant ses besoins réels, en affirmant ce qui est important pour lui, pour ne pas avoir le sentiment de subir. Le problème, ce n'est pas d'édicter telle ou telle personne, mais c'est la rumination qu'on fera après la conversation. J'aurais dû dire ci, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça. Donc, c'est essayer évidemment d'être cohérent, d'être authentique, d'oser dire ce qu'on pense en trouvant les bons mots, évidemment, parce qu'on est vraiment sur un phénomène de diplomatie. Mais au moins en disant les choses, on ne changera pas l'autre, mais on se protège par rapport à la récurrence de la rumination. C'est, à mon avis, le plus important. Oui, on se protège. On se protège. On va prendre une dernière question parce qu'elle est vraiment super intéressante et après on sera obligé d'arrêter. Est-ce possible d'avoir une personnalité difficile au travail et une autre dans la vie privée? Ou est-on toujours avec la même personnalité quel que soit l'endroit? Et y a-t-il, alors il y a deux questions en une, y a-t-il une notion de sexe homme versus femme? Alors là, on va être tagué par pépite sexiste en fonction de la réponse que tu vas faire, fais gaffe. Alors, je vais répondre à la première partie de la question. Est-ce qu'on peut être difficile dans un contexte ou pas dans un autre? Bien entendu, oui. Vous avez des gens qui vont jouer des jeux de rôle complexes au niveau du travail, qui sont des vrais agneaux à la maison, parce qu'évidemment, ils sont confrontés à une autre personnalité difficile qui est plutôt ascendante et dominante. Donc là, ils vont un peu s'écraser, entre guillemets. Il n'y a pas trop le choix. Ou inversement. Ou inversement, oui, bien sûr, c'est totalement le contraire. Est-ce qu'il y a une notion de sexe homme-femme dans l'étude des gens difficiles, des personnalités difficiles? Alors, on a tendance à penser en général que les conflits masculins sont plus violents, sont plus frontaux et durent moins longtemps. Et que les conflits féminins sont moins violents et durent plus longtemps. Sont plus larvés. Sont plus larvés. Ça, c'est ce qu'on entend de façon assez régulière. Ce n'est pas une vérité absolue, mais c'est ce qu'on entend en général. Ok. Super, bah écoute, je te remercie pour toutes ces précisions. Moi, ça me fait penser que c'est vraiment un sujet ultra complexe. Et voilà, en 45 minutes, on a vraiment essayé de vous donner un bon aperçu de ce que sont les personnalités difficiles et toxiques et vous donner quelques clés pour vous aider à agir ou à vous protéger aussi en fonction des situations.
On va vous mettre une bibliographie en dernière slide. On vous la partagera également dans le chat après coup, sur lesquels vous pouvez approfondir le sujet. N'hésitez pas également à vous abonner à notre page LinkedIn en activant la petite cloche pour recevoir les notifications et à vous abonner sur notre site au micro-coaching, puisque chaque semaine, on vous propose des micro-coachings gratuits sur différentes thématiques en lien avec le management, la gestion du temps, la gestion du stress, les relations humaines, le développement personnel, pour vous accompagner dans votre croissance. Voilà, merci à tous. Merci encore Jean-Paul, merci Teddy, merci Laure qui est en arrière-plan. Et à bientôt pour un prochain webinaire qui s'annonce tout aussi passionnant, puisqu'on devrait parler des nouveaux modes de management. Bonne fin de journée, au revoir. Merci, au revoir.